Alors, avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a eu à voir la dernière fois? Est-ce que quelqu'un a des questions avant qu'on ne continue? Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va continuer. La dernière fois, on a vu un peu, en gros, quoi, on a vu tout simplement la théorie des dos et les quelques principes de la théorie des dos, à savoir à quel moment il faut se dire tout simplement que nous avons une cassure effective. Et lorsqu'il y a une cassure effective, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement attendre un retracement pour traiter la nouvelle impulsion qui aura lieu. Et voilà. Maintenant, je ne sais pas, je vous avais demandé également de vous appliquer, de faire des exercices. Si jamais vous avez pu le faire, de m'envoyer sur le groupe, mais je vois que vous n'avez pas eu à le faire. Maintenant, là, je vais le répéter encore. C'est qu'on vient de voir tout simplement la dernière fois, à savoir les supports et les résistances simples. Je ne parle pas des cas de consolidation. C'est-à-dire les cas de consolidation, c'est quoi? C'est lorsque nous pouvons avoir une zone de consolidation ou une zone de support ou une zone de résistance. Ça devient une zone lorsque nous avons au moins deux touchés dans le même endroit. Quand ça devient une zone. Mais tant que ce n'est pas le cas, c'est tout simplement des niveaux de support et de résistance. Et c'est un principe qui est très, 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 très important. Parce qu'après, la stratégie qu'on va développer là, ça tournera autour de ça. Pourquoi? Parce que déjà, pour gagner sur le marché du Forex, il faut faire en sorte que sa stratégie soit très simple, une stratégie la plus simple possible. Plus votre stratégie est simple, plus vous allez vous faire des profits sur le marché. Parce que le marché est déjà complexe. Donc, ça ne sert à rien de complexer encore sa stratégie. Donc, c'est pourquoi il est vraiment très important de très, très bien comprendre ce principe-là. Ce principe de quoi? De cassure effective. La théorie de dos. Le haut de plus en plus haut, le bas de plus en plus bas. Haut de plus en plus haut dans une tendance haussière, le bas de plus en plus bas dans une tendance baissière. Et lorsque c'est comme ça, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Je dois suivre la tendance. Le principe est très clair. Et lorsque vous êtes sur le marché et que vous avez choisi, parce que là, le plus important, c'est quoi? C'est de choisir son unité de temps. Choisir l'unité de temps sur laquelle vous décidez de trader. Parce que quand on va finir pratiquement tous les principes qui seront là, quand on va finir, on va analyser le marché ensemble. Et en analysant le marché, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche tout simplement à trouver le biais du marché ou la tendance générale, c'est-à-dire le sentiment du marché. On va chercher à trouver le sentiment du marché sur les unités de temps supérieures. Qu'est-ce que le marché envisage de faire? Est-ce que le marché, il veut évoluer à la baisse ou il veut évoluer à la hausse? Une fois qu'on trouve cela, on va descendre maintenant sur notre unité de temps qu'on trade. Et l'unité de temps dépendra de tout un chacun. Parce que tout ce qu'on verra là, les principes qu'on voit, ça se manifeste sur toutes les unités de temps. Que ce soit du monthly, que ce soit du weekly, que ce soit du daily, que ce soit du 4 hour,
ce soit du 1 hour, que ce soit du 15 minutes, que ce soit du 5 minutes, 1 minute, ça se manifeste sur toutes les unités de temps. Maintenant, tout simplement, tout dépendra de notre style de trading et de nous-mêmes en tant que tel, parce que en tant que trader, il faut se connaître. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? C'est-à-dire, en tant que trader, vous devez vous poser cette question-là. Est-ce que vous avez le temps ou vous avez la psychologie qu'il faut pour, par exemple, accepter de voir que vous avez ouvert une position et d'observer le marché évoluer sur une certaine période sans même agir dessus? Ou encore, vous ne pouvez pas faire cela, vous préférez tout simplement faire quoi? Vous préférez tout simplement ouvrir vos positions là sur des petites unités de temps et puis faire quoi? Observer le marché évoluer et vous décidez tout simplement d'encaisser autour, et puis vous sortez. Tout dépendra de vous-même. Parce que tout ce qu'on voit, comme je le répète encore, ça se manifeste sur toutes les unités de temps. Donc, si tu décides par exemple de trader le monthly, tu devras te concentrer sur ça et puis essayer de voir quoi, essayer d'appliquer le même principe. Lorsque tu es sur le monthly, une tendance haussière, c'est quand tu vois que le marché il fait quoi? Il fait des hauts de plus en plus hauts et qu'au même moment, le marché fait des bas de plus en plus hauts. Et dès que tu es dans ce contexte, tu te focalises sur la tendance. Et ce que tu trades, c'est quoi? Ce sont les impulsions. Parce qu'en trading, on dit que généralement, ce n'est pas faire plus qui veut dire que tu gagneras plus. Et la plupart même du temps, quand tu essaies de faire plus là, tu vas perdre de l'argent. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des traders qui veulent être tout le temps sur le marché, qui veulent trader tous les mouvements qu'ils voient. Pourtant, en tant que trader, tu n'es pas obligé de capter tous les mouvements du marché. Il faut être sélectif. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est qu'il faut complètement choisir de trader que les impulsions. Parce qu'il y a tellement de paires de devises, il y a tellement d'actifs qu'on peut trader. On peut par exemple trader l'euro USD. S'il n'y a pas d'opportunité sur l'euro USD, peut-être qu'au même moment, il y a une opportunité sur hors USD. S'il n'y a pas d'opportunité sur hors USD, peut-être qu'il y a une opportunité sur NZD USD. S'il n'y a pas d'opportunité là-bas, peut-être qu'il y a une opportunité sur USD 4. S'il n'y a pas d'opportunité là-bas, et peut-être qu'il y a une opportunité sur Euro JPY, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas forcer le marché. C'est pourquoi, lorsque vous analysez le marché, par exemple, concrètement ainsi, si vous êtes par exemple dans ce contexte-là, le principe, il est clair. On dit quoi? Là, c'est que là, nous sommes en impulsion. Tu attends que le retracement finisse. Et le mouvement que tu vas trader, c'est ce mouvement-là. Après cela, tu sors à un certain moment donné. Tu attends encore que le marché retrace. Et tant que le marché fera quoi? Les cassures effectives. Tu te concentres sur ça, tu ne fais rien d'autre. Tu trades encore ça, tu laisses ce retracement-là. Tu trades encore cette impulsion. Tant que l'impulsion ira faire quoi? Une cassure encore effective. La cassure effective, c'est quoi? Comme je l'ai expliqué la dernière fois, c'est quand le marché, avec au niveau du dernier plus haut, voici le dernier plus haut qui est là. Lorsque le marché s'approche du dernier plus haut, et que vous constatez qu'il y a une grande bougie avec un corps important qui casse la zone là, clôturée au-dessus, là, vous savez qu'il y a une cassure effective. Et quand il y a une cassure effective, le marché va retracer. Et c'est le retracement que vous allez attendre. Le retracement fini, vous saisissez encore l'impulsion.
et ainsi de suite, jusqu'à ce que le marché décide de faire quoi? De changer de tendance. Parce que là, c'est pourquoi plus tard, on va apprendre encore quoi? La gestion du risque. Parce que le marché peut changer de tendance avec vous dedans. Donc, vous perdez. Et si vous perdez, ce qui arrivera à faire la différence, c'est quoi? C'est votre gestion de risque. Ça veut dire que si vous gérez très bien vos risques, vous allez avoir plus de gains parce qu'à chaque fois que vous prenez un trade, vous cherchez à faire beaucoup. Et lorsque vous perdez, vous cherchez à minimiser tout simplement votre perte. Et dans ce cas, vous allez voir que si vous prenez par exemple 10 trades, il peut y arriver que sur les 10 trades que vous avez eu à prendre, vous avez gagné peut-être 5 et vous avez perdu 5. Mais si on fait un calcul mathématique, par exemple, on voit un truc très simple comme ça, calcul mathématique. Vous avez pris 10 trades au total. Et sur les 10 trades là, vous avez perdu, par exemple, 5. Vous avez pris 10 trades. Vous perdez 5 et vous gagnez 5. Mais que à chaque fois que vous cherchez, que vous êtes gagnant, par exemple, vous faites 5 trades de gain, 5 trades de perte. Or, à chaque fois que vous avez raison sur un trade, par exemple, vous gagnez 3 fois votre risque. Ça veut dire, en termes techniques, en trading, on parle de 3 RR, 3 risk reward. Donc, 3 fois votre risque, tout simplement. Donc, ça veut dire que sur les 5 trades là, vous allez faire 3 multiplié par 5, ça fait 15. Pourtant, à chaque fois que vous perdez tout simplement 1. Votre risque, vous risquez une fois, c'est-à-dire 1. Dès que vous perdez, c'est 1 que vous avez perdu. Et à chaque fois que vous gagnez une fois, vous avez gagné 3. Donc, sur les 5 là, ça va faire 3 fois 5, 15. Et sur les 5, c'est juste 5. Mais si vous faites le cumul, vous avez moins 5 ici, et vous avez plus 5 et plus 15 ici. Donc, vous allez voir qu'au total, vous êtes à 10 de gain. Pourtant, vous avez perdu 5 fois, vous avez gagné 5 fois. Donc, vous avez eu raison 5 fois et vous avez eu tort 5 fois. Mais néanmoins, vous êtes à 10% de gain. Si on suppose que vous risquez 1% par trade. Ça, c'est quoi? C'est la gestion du risque. Mais on n'est pas encore arrivé là. Et ce principe, par exemple, que je parlais de continuation de tendance, en fonction de votre unité de temps, bien sûr, comme je l'ai dit. Donc, ici, par exemple, concrètement, vous allez voir que ça, c'est une impulsion. Et vous voyez que le marché, il casse cela. Avec quoi? Avec une bougie H3C. Une bougie avec un corps important qui clôture au-dessus du précédent plus haut pour créer maintenant. Dès lors qu'il y a cette cassure-là, vous restez serein seulement pour voir le marché. Le marché va évoluer où il veut. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous laissez seulement le marché créer un niveau plus haut. Voici ce plus haut-là. Et après cela, vous verrez que le marché, il va retracer. Et quand il retrace, c'est ça que vous cherchez. Parce que quand vous-même vous observez, vous voyez que l'impulsion commence à se produire avec combien de bougies? Une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies environ et 5 bougies. Pour faire combien de pips? Pour faire environ 90 pips. Mais vous voyez le retracement. Vous voyez, ça a commencé ici jusqu'ici.
avec combien de bougies? Une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, cinq bougies, six bougies, sept bougies. Bon, six bougies. Vous voyez que ce sont des petites bougies qui n'évoluent même pas concrètement. Ça fait des consolidations. C'est ça le retracement. Parce que le retracement, si vous vous hasardez à trader le retracement, vous allez vous retrouver dans des contextes où vous prenez un trade et vous finissez par vous énerver. Parce que vous allez être dans le trade, vous ne savez pas ce qui se passe. Ça n'évolue pas. Ça ne part pas à la hausse, ça ne part pas à la baisse. C'est là. Et puis après, bon, ça décide d'évoluer un peu, peut-être en votre faveur. Et après encore, ça part contre vous, et ainsi de suite. Mais dès lors que vous attendez l'impulsion et que vous rentrez dedans, soit vous avez tort, le marché vous fait sortir en même temps. Mais dès que vous avez raison aussi, ça ne prendra pas du temps. Le marché va évoluer en votre faveur. C'est ça l'importance souvent d'attendre l'impulsion. Et l'impulsion évolue avec des bougies claires. Ça ne fait pas des faux mouvements. Il n'y a pas trop de manipulation dans les impulsions. Pourquoi? Il faut vraiment être patient et ne pas trader tous les mouvements que vous voyez. Parce que si vous n'arrivez pas, vous pouvez être patient en fonction de l'unité de temps. Par exemple, vous pouvez patienter une semaine pour attendre une opportunité, mais que vous n'arrivez même pas à saisir cette opportunité-là. Ce n'est pas grave, il y aura toujours d'autres opportunités qui vont se présenter. Parce que le marché va reproduire toujours, même si ce n'est pas les mêmes mouvements avec exactitude, mais toujours des mouvements similaires. Et voilà, d'autres jours. Donc, il est très important de patienter. Si je suis sur daily, c'est la même chose. C'est le même principe. Le marché va faire la même chose. Si je suis sur daily, je ne vais pas descendre plus bas pour voir ce qui se passe. Non, je vais trader. J'ai décidé de trader du daily. Je vais attendre. Le marché fera le même mouvement. Sur le daily, vous verrez toujours des hauts et des bas. Si vous allez encore en H1, c'est la même chose. Le marché fera également des hauts et des bas. Vous tradez le H1. Si vous allez sur M15, c'est la même chose. Si vous allez sur du M5, c'est la même chose. Ce qui est là, qui est très important, c'est de maîtriser le principe. Et lorsque vous maîtrisez le principe, peu importe l'unité de temps sur laquelle vous êtes, vous appliquez ce principe-là, parce que c'est la même chose. Partout. Est-ce que ceci est vraiment très clair, maman? Oui, c'est clair. Super. Donc, dans ce cas, on va évoluer avec un nouveau principe. Alors, la dernière fois, on a vu les supports et les résistances en dernière minute. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle supply et demande. Il y avait d'abord, bon, les Fibonacci, mais Fibonacci, ce n'est pas très important. On va voir d'abord supply and demand. Vous dites l'offre et la demande. Après, la théorie de l'eau, c'est-à-dire les hauts de plus en plus hauts, les bas de plus en plus bas. L'élément clé de ma stratégie là, c'est supply et de demande.
Ce n'est pas que ma stratégie, mais si vous voulez vraiment être gagnant sur le marché avec une stratégie très simple, avec une façon de trader qui est très, très simple, c'est à vous de savoir maîtriser la chose. C'est à vous d'être discipliné, d'être patient pour appliquer la chose. Sinon, ça marche. Si c'est marché là, ça marche. Mais c'est à vous de décider d'appliquer réellement la chose et de ne pas faire autre chose. Je peux vous montrer la chose qui marche, mais que vous décidez de faire autre chose. C'est pourquoi c'est vraiment très, très crucial d'être patient et très, très discipliné. Et si vous êtes patient et très discipliné, vous verrez que ça marche réellement. Et comment? Parce qu'il y a plusieurs manières d'appliquer les supply et les demandes en fonction des couches, en fonction de ceux-là auprès de qui vous allez vous former. C'est pas, peu importe, partout vous allez voir les supply et les demandes, chacun applique à sa manière. Donc, moi, ma façon de faire, c'est ce que je vais vous montrer ce soir. De ce fait, concrètement, qu'est-ce qu'une zone de supply et qu'est-ce qu'une zone de demande? Parce que là, comme nous ne sommes pas là pour faire de la théorie, c'est-à-dire apprendre des choses et puis aller s'asseoir en classe, on va te demander, lève ta main, c'est quoi une zone de supply? Puis tu vas répondre et tu as 20 sur 20. Ou bien c'est quoi une zone de demande? Et tu as 20. Tu dis et tu as 20 sur 20. Non, là, ce n'est pas le cas. Là, ce sont des choses pratiques qu'on va vous montrer. Et si c'est vous contre le marché, c'est-à-dire vous avec votre ordinateur ou votre téléphone, vous êtes en face du marché et c'est à vous de répondre en fait sur le marché. Et si vos réponses sont bonnes, ça va se transformer en argent, ce n'est pas en points. Si vos réponses sont mauvaises, ça va se transformer encore en argent, mais en perte cette fois-ci. Donc c'est pourquoi je ne vais pas donner quoi, je ne vais pas donner une définition parce que la traduction de supply et de demande, c'est tout simplement l'offre et la demande. Et dans la vraie vie, c'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est parce qu'il y a de demande et il y a l'offre. Parce que les gens veulent des choses et vous allez voir que d'autres personnes vont créer ces choses-là pour les vendre sur le marché. Et concrètement, sur le marché ici, vous allez voir que peu importe le graphique que vous allez prendre, ou peu importe l'actif que vous allez prendre, c'est pourquoi moi je dis, moi je suis un trader purement technique. Parce que quand vous prenez le graphique là, vous allez trouver ces choses-là. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Il vous suffit tout simplement de maîtriser la chose. Voilà. Donc, quand vous maîtrisez la chose, exactement. Quand vous maîtrisez la chose, vous verrez que ça marche très, 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 très bien. Donc, concrètement, comment les choses fonctionnent? Vous allez voir que dans une tendance baissière, dans une tendance baissière, on a eu à dire que lorsque nous sommes en tendance baissière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à vendre. Ça veut dire qu'il faut se focaliser tout simplement sur les ventes dans une tendance baissière jusqu'à ce que la tendance change. Jusqu'à ce que la tendance change. Il faut se focaliser tout simplement sur quoi? Il faut se focaliser sur les ventes. Et à quel moment il faut vendre sur le marché? C'est-à-dire lorsque nous sommes en tendance baissière. Mais à quel moment il faut vendre lorsque nous sommes dans une tendance baissière? Il faut vendre tout simplement lorsque le marché est dans une zone de supply. Ça veut dire les étapes pour vendre sur le marché. J'espère que vous notez. C'est lorsque nous nous retrouvons dans une tendance baissière.
Ça, c'est la première étape. En tendance baissière, on cherche à vendre. Maintenant, lorsque nous nous retrouvons en tendance baissière, c'est à quel moment concrètement qu'il faut vendre? Deuxième étape, il faut que le marché là, où les prix se retrouvent dans une zone de supply. C'est-à-dire que le marché, il évolue en escalier. Le marché évolue de zones de supply et de zones de demande dans une tendance baissière. C'est-à-dire que le marché va quitter une gare pour aller dans une autre gare faire escale. Quand le marché arrive dans cette gare, il va se retourner et puis aller quelque part encore dans une autre gare. Donc, les gares ici, c'est quoi? C'est supply et de demande. Ce sont ces zones-là. Le marché va évoluer de zones de supply et de zones de demande. Donc, le marché va quitter une zone de supply pour aller dans une zone de demande. Et arriver dans une zone de demande, le marché va faire quoi? Le marché va retracer. Et quand le marché retrace, il va se retrouver dans une zone de supply. Et c'est là que nous allons chercher à faire quoi? Nous allons chercher à vendre parce que nous sommes dans une tendance baissière. Donc, par exemple, là, les points que je trace là, ce sont les points où, fondamentalement, on doit chercher à vendre. Pourquoi? Parce que là, quand on veut déterminer, par exemple, une zone de supply, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut viser tout simplement les sommets, les pics. Lorsque nous sommes en tendance baissière, les zones de supply se situent dans les pics. Lorsque nous sommes dans une tendance baissière, les zones de supply se situent généralement dans les pics. Et comment on repère facilement une zone de supply? Une zone de supply est constituée généralement de deux bougies. Une zone de supply est d'abord située dans un pic et ensuite, elle est constituée de deux bougies, à savoir une bougie haussière et une bougie baissière, parce que nous sommes dans une tendance baissière. Donc, si on doit représenter cela, prenez ça par exemple comme une bougie haussière. La bougie verte là, c'est une bougie haussière. Et ensuite, vous verrez cette bougie-là, bougie rouge, comme une bougie baissière. Donc, en gros, comme ça, c'est la zone de supply que je viens de représenter. Et la zone là, en réalité, c'est quoi? Concrètement, c'est ça, la zone de supply. Et comment ça se forme? C'est-à-dire, vous verrez tout simplement une petite bougie haussière qui est là, qui se retrouve, puisque j'ai dit que les zones de supply se retrouvent généralement au niveau des pics, c'est-à-dire des sommets, des tendances baissières. Et ensuite, vous verrez cette grande bougie-là qu'on appelle une englobante baissière. Englobante. Pourquoi? Ça a avalé cette bougie-là. Quand vous prenez par exemple cette grosse bougie, elle a avalé cette bougie, cette petite bougie-là. Donc, elle est constituée tout simplement de deux bougies. Une bougie haussière et une bougie baissière. Et la bougie baissière fait quoi? La bougie baissière
avale ou englobe la bougie haussière. C'est ça qui forme tout simplement la zone de supply. Et la zone de supply, elle est située généralement au niveau des pics. Maintenant, vous pouvez vous retrouver dans les cas où le marché pourra faire quoi? Le marché fera plusieurs bougies baissières. Ce sont des petites bougies. Des petites bougies haussières. Mais le plus important, c'est la bougie qui va englober là, qui est important. Tant qu'il n'y a pas d'englobante, vous n'allez pas parler de zone de supply. Il y a des raisons pourquoi il y a les zones de supply. Les zones de supply ou bien les zones de demande se forment, mais ce n'est pas important de connaître ces trucs, ces raisons-là. Sinon, en réalité, c'est quand, par exemple, puisque ce sont les institutions qui créent, par exemple, les zones de supply ou les zones de demande. Quand les grandes institutions décident, par exemple, d'agir sur le marché, c'est là que les zones de supply et de demande se forment. Maintenant, quand ces grandes institutions agissent, par exemple, sur le marché, elles laissent, par exemple, des traces, créant ainsi des mémoires. Et ce sont ces mémoires-là qu'on appelle zones de supply et de demande. Et lorsqu'il y a une mémoire sur le marché se rappelle toujours de cette mémoire-là. C'est pour dire quoi? Les institutions, en fait, quand ils veulent agir sur le marché, quand ils veulent, par exemple, faire des gros achats ou bien des grosses ventes, ils n'achètent pas un coup ou ils ne vendent pas un coup. Ils vont morceler pour vendre. Par exemple, s'ils décident de vendre pour une quantité de peut-être 1 milliard, ils vont décider premièrement de faire quoi? De vendre d'abord pour peut-être 500 millions. Ils gardent la moitié. Et quand ils vendent pour les 500 millions, ça va laisser des traces sur le marché. Et après cela, ils vont revenir encore dans cette zone-là et vendre encore peut-être pour 300 millions. Il leur reste maintenant 200 millions. Le marché va créer encore une autre mémoire. Et ils vont revenir encore plus tard, vendre pour 200 millions pour terminer maintenant les transactions de 1 milliard. Et laissant ainsi le marché évoluer dans la même direction. Parce qu'ils cherchent tout simplement à vendre. Voilà. Et le Zoom va se terminer dans quelques minutes. On va arrêter et puis reprendre dans 10 minutes maximum. Donc, on reprend dans quelques minutes.